Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les pouvoirs publics rament à contre-courant des prescriptions présidentielles alors que le chef de l'État les a exhortés à soutenir et encourager les initiatives locales pour lutter contre la Covid-19. Les acteurs de la médecine traditionnelle n'ont reçu aucune subvention conséquente pour la fabrication et la production à grande échelle des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle. Qu'est-ce qui fait problème avec cette médecine? Pourquoi tant de blocages dans l'accompagnement des acteurs de la médecine traditionnelle pour lutter contre la pandémie du coronavirus? Élément de réponse dans ce journal. 2 jours après l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, les résultats provisoires sont connus. Denis Sassou Nguesso est réélu avec une écrasante majorité, 88% des voix exprimées en sa faveur. Et quels sont les résultats de ses principaux challengers à ce scrutin présidentiel? Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce grave incendie survenu au marché de Koussiri à l'extrême nord du Cameroun. Des boutiques ont été incendiées, des magasins, comptoirs réduits en cendres à la suite de cet incendie qui s'est déclaré hier soir dans l'espace marchand. Sapeurs-pompiers partis de Marois ont eu du mal à pouvoir circonscrire les flammes. Il a fallu l'intervention de leurs collègues venant de N'Djamena au Tchad. Ils se sont déployés jusqu'à tard dans la nuit afin de circonscrire l'incendie. Le récit des faits avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Décombres, d'où s'échappe une épaisse fumée dans laquelle faufilent des enfants qui cherchent à récupérer des objets épargnés par les flammes. Voici ce qui reste du marché de Koussiri, victime d'un important incendie dans la nuit de lundi. Durant des heures, les flammes ont ravagé les boutiques de cet espace marchand, l'un des plus importants de la région de l'extrême nord. L'incendie est déclaré aux environs de 19h. Un magasin est réduit en cendres, puis une boutique, et des heures après, le marché de Koussiri est devenu un champ de ruines. Partis de Marois et de N'Djamena au Tchad voisin, les sapeurs-pompiers ont dû se déployer jusqu'à 2h du matin pour venir à bout des flammes. Une centaine de boutiques et de grands magasins ont tous été réduits en cendres. Les commerçants, qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, évaluent les pertes à plusieurs centaines de millions de francs CFA. L'incendie s'est déclaré cette fois-ci dans la capitale économique du Cameroun, notamment un entrepôt de carburant frelaté au lieu dit Tergal, dans le 3e arrondissement de Douala, non loin de l'hôpital de Tergal. Des sapeurs-pompiers se sont activés en fin de journée avec l'aide des populations pour essayer de maîtriser les gigantesques flammes qui menaçaient de s'attaquer à d'autres maisons. Le bilan provisoire fait état d'un blessé grave et d'importants dégâts matériels. Nous y reviendrons. Une partie de la cité capitale Yaoundé et plusieurs localités de la région du centre sont privées d'énergie électrique depuis ce mardi après-midi. Cette coupure d'électricité est la conséquence d'un incident survenu sur la ligne Mangombe-Oyo-Maban. La Sonatrel, responsable de cette ligne de transport électrique, et les équipes d'Eneo font des manœuvres pour procéder au retour de l'énergie électrique. Les postes de Ngousso, Kondengi et Hala sont touchés selon un communiqué de ces entreprises. Pourquoi le gouvernement refuse d'accorder un appui aux acteurs de la médecine traditionnelle? 1 an après la survenance de la pandémie de coronavirus, les acteurs de la médecine traditionnelle n'ont reçu aucune subvention conséquente pour développer et produire à grande échelle des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle destinés à lutter contre la Covid-19. Interpellé, le ministre de la Santé publique estime qu'il faut être prudent car il y a encore des charlatans dans le secteur de la médecine traditionnelle. Les différents acteurs se sont rencontrés autour du ministre de la Santé publique à Yaoundé. Compte rendu, Élisée Bogba, Rodin Gassi et Marcelin Gansop.
C'était une rencontre aux allures de conseil de guerre visant à définir les stratégies les plus adaptées pour faire face à l'ennemi commun, la Covid-19. Et les promoteurs et acteurs de la médecine traditionnelle ne sont pas passés par 4 chemins pour se vanter de leur contribution à l'éradication de la première phase de la pandémie. Des produits qui ont fait leurs preuves de manière officieuse, nous avons des preuves et des preuves scientifiques, des produits non toxiques qui ont pour la plupart des rapports de non-toxicité du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, donc qui ne peuvent faire de mal ni pour la vitalité ni pour les émonctoires. Donc ces produits, nous savons que c'est grâce à eux que le Cameroun a été stabilisé lors de la première attaque. Même pour le deuxième variant, le nouveau variant qui est actuellement présent dans notre territoire, nous avons trouvé des solutions ultra efficaces qui, même pour les cas de comorbidité, résout le problème en moins de 7 jours. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous avons développé des protocoles qui peuvent nous permettre de faire des productions de jusqu'à 30 millions d'exemplaires en moins de 3 mois, si le gouvernement nous accompagne. Le gouvernement est conscient de cette contribution et entend aller encore plus loin. Mais cette confiance des pouvoirs publics n'exclut pas la méfiance. Le secteur de la médecine dite alternative étant envahi par des charlatans et autres vendeurs d'illusions. Parce qu'il va falloir, lorsque nous avons un produit, tout au moins que nous testions l'innocuité du produit. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous dis pas, moi j'en consomme. Mais jusque-là, nous consommons en vous faisant simplement confiance. Parce que nous ne savons pas si ça aura des effets secondaires à long ou à moyen terme. Mais nous faisons simplement confiance. Or, il y a ceux qui ne vous font pas confiance. Voilà qui relance le débat sur l'encadrement de la médecine traditionnelle. Je crois que nous avons eu déjà des premières réunions d'ailleurs à la primature. Et donc, je pense qu'on pourrait aller assez rapidement. Parce que ne nous mentons pas. Dans ce secteur, il y a ceux qui sont sérieux et ceux qui ne sont pas sérieux du tout. Nous pensons que l'encadrement que ces textes réglementaires ou textes de loi devraient apporter, ce serait pour permettre à ceux qui sont sérieux de mieux faire le travail et de vivre de leur travail, et à ceux qui ne sont pas sérieux de pouvoir libérer l'environnement. Parce que malheureusement, dans ce secteur, si on ne traite pas, on tue. Avant les acteurs de la médecine traditionnelle, le ministre de la Santé publique s'est entretenu avec les membres des différents ordres professionnels ainsi que des sociétés savantes. Il était question de trouver des solutions endogènes efficaces et pérennes dans la riposte contre le coronavirus qui a déjà tué plus de 600 Camerounais pour environ 48 000 infections. De dépistage de Covid-19 est un nid de tracasseries ayant entraîné une floraison de circuits informels de corruption et d'élaboration de vrais faux résultats de Covid-19. Les autorités sanitaires nient en bloc leur existence, mais de nombreux usagers et voyageurs en ont fait la triste expérience, notamment dans le cadre du process de dépistage et des mises à disposition des résultats de Covid-19 avant de se rendre à l'étranger. Illustration dans les milieux du football avec Nadine Yambou. Des tâches les plus difficiles pour des Camerounais en cette période de crise sanitaire. Faire un test Covid-19 relève d'un véritable parcours de combattant. Dans les centres agréés, au parcours Vita et l'hôpital La Quintiniche de Douala, des usagers sont très souvent confrontés à une indisponibilité récurrente des kits de dépistage. Et l'impact est bien visible dans le monde du sport. Des clubs de football déplorent d'énormes désagréments et des perturbations dans la préparation des équipes pour les championnats de Ligue 1 et 2. De nombreux joueurs n'ont pas disputé des rencontres de la 3e journée, faute de résultats des tests disponibles. Vendredi, nous avons pris, n'est-ce pas, la résolution de tester, n'est-ce pas, tout le personnel, n'est-ce pas, de UMS. Et on nous a demandé de passer dimanche pour prendre les résultats. Notre médecin est allé chercher les tests, on lui a dit que c'est lundi qu'on pouvait avoir les résultats. Et là, maintenant, nous ne savons même pas si parmi nous, il y a encore des contaminés. Responsable, n'est-ce pas, de médical dans le littoral, dit qu'il nous a appelés pour nous informer du fait qu'on devait ramener les résultats de la semaine dernière. Et c'est pas vrai? Parce que quand vous n'avez pas l'information, qu'est-ce que vous faites? Il ne nous a pas eu. S'il nous avait eu, en ce moment, on devait savoir, n'est-ce pas, que même aller faire les tests vendredi comme on l'a fait, on ne devait pas le faire. En déclarant forfait face à New Star de Douala, UMS de Loum a évité des contagions massives. Après ces multiples tracasseries, les résultats des tests effectués révèlent de nombreux cas positifs.
Si on avait joué ce match, les joueurs de New Star qui devaient être en contact avec nos joueurs, ils devaient être contaminés. Ça veut dire que ça devait se propager un peu partout. Donc nous avons protégé même les joueurs adverses. À la Fédération camerounaise de basketball, le constat est le même. Dans une circulaire, on apprend que le démarrage de la 3e journée des championnats dames et messieurs a été reporté à une date ultérieure en raison de la quasi-rupture des stocks des tests Covid-19 dans les grandes villes de Douala et de Yaoundé. Au parcours Vita de Douala, les difficultés relevées par l'équipe médicale confirment les manquements dans la stratégie de testing massif mis en place par les pouvoirs publics. Cette pénurie de kits a favorisé l'émergence d'un marché noir où des vrais faux résultats sont octroyés monnayant d'énormes sommes d'argent. Plusieurs Camerounais affirment sous anonymat avoir déboursé 50 voire 100 000 francs CFA pour obtenir ce document indispensable pour se rendre à l'étranger. Les autorités sanitaires affirment que des stratégies sont mises sur pied pour démanteler tous les réseaux de corruption et de trafic de faux tests. À l'heure où la pandémie de coronavirus sévit au Cameroun, les populations appellent le gouvernement à multiplier les sites de dépistage et laboratoires afin de faciliter l'obtention des tests de coronavirus au Cameroun. Dans ce chapitre santé, le respect des mesures barrières n'est plus d'actualité dans le coupé Manengouba, région du sud-ouest, précisément la localité de Mbangem, là où le port du masque a été relégué aux oubliettes, redoutant une flambée des cas de Covid-19. Autorités sanitaires et administratives multiplient des campagnes de sensibilisation pour le respect de ces mesures barrières, mais les populations peinent à pouvoir reprendre ces habitudes indispensables pour barrer la voie à la pandémie de Covid-19. C'est le constat que font Jacques Molon, Georges Mitterrand et Julienne Berthe-Bissaille dans ce reportage. Apparition du deuxième variant du coronavirus à Mbangem dans le sud-ouest, quelques habitants ont été victimes de cette maladie. Depuis que le Covid-19 a commencé ici à Mbangem, on a déjà 6 cas, tous les cas guéris, on n'a pas les décès. Donc on fait l'effort de prendre bien soin des gens qui ont le Covid. Des multiples cas de contamination favorisés par le relâchement dans le respect des mesures barrières, notamment le port du masque de protection. D'en ça, c'est le couvre-nez, le couvre-menton, d'autres mettent en poche, d'autres disent que ça n'existe même pas, que cette maladie n'existe pas, qu'on laisse ça sur une politique, tout ça, bon, vraiment ça dérange à ce niveau. C'est toujours aux autorités d'être vraiment strictes à ce qu'on pratique cette mesure barrière-là. Parce que s'ils essayent de montrer l'exemple sur 1-2 personnes, le reste va se conformer. Redoutant un pic de contamination de ce virus les prochains jours, les autorités sanitaires et administratives sensibilisent les sceptiques qui ne croient pas à l'existence de la maladie. Les populations sont un peu réticentes face au port de masque, mais nous continuons toujours avec la sensibilisation, avec l'appui de la mairie, les responsables de maintien de l'ordre ainsi que le chef de district de l'hôpital de Mbangem. Après la phase de sensibilisation, les autorités promettent passer à la phase répressive contre tout contrevenant au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Dans le cadre de la riposte sanitaire, les mesures gouvernementales n'ont pas seulement eu des effets bénéfiques. Les allègements fiscaux, la fermeture des débits de boissons ont fait perdre à la municipalité de Douala 4e près de 100 millions de francs CFA en 2020. Information rendue publique lors du conseil municipal. Une occasion pour le préfet du Vouri d'interpeller les magistrats municipaux, l'exécutif municipal, sur le phénomène d'habitat spontané favorisé à travers l'arrivée massive des déplacés anglophones dans le 4e arrondissement de Douala. D'autres précisions avec Robert Moukoubé d'Alaskana et Vivien Tonfac. La pandémie du coronavirus a eu de graves répercussions sur les recouvrements des recettes à la commune d'arrondissement de Douala 4e au cours de l'exercice budgétaire 2020. En termes de recettes propres par exemple, la somme recouvrée s'élève à 407 557 617 francs CFA. Par rapport à l'exercice précédent, elles ont connu une baisse de 100
372 283 francs CFA. Selon le patron de l'exécutif municipal de Douala 4e, cela est la conséquence de l'exonération de certaines taxes décidées par le chef de l'État pour soutenir les opérateurs économiques frappés par le coronavirus, mais surtout la décision de fermeture des débits de boissons à partir de 18h. Nous avons pris les rênes de cette mairie dans un contexte de pandémie liée à la Covid-19. Nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais je pense qu'en 2021, nous ferons plus. En dépit de ces explications, le préfet du Vouri a invité le maire de Douala 4e à mieux exploiter l'éventail d'opportunités qu'offre la loi des finances en vigueur aux collectivités territoriales décentralisées. Il va falloir mettre l'accent sur le recouvrement des recettes locales. La taxe locale doit être recouvrée. Et quand je parle de la taxe locale, j'y vois l'impôt libératoire, la taxe foncière, les droits de place et tout cela. Au cours de la session du conseil municipal, consacrée à l'adoption du compte administratif du maire, compte de gestion matière et du compte de gestion du receveur municipal au titre de l'exercice 2020, le patron du Vouri a exhorté le maire de Douala 4e à se pencher sur les aléas de la crise anglophone dans sa localité. La multiplication des habitats précaires, hélas, et la prolifération des quartiers spontanés devrait nous mettre en éveil au moment où la saison des pluies est de retour, afin que le spectacle, le triste spectacle des inondations que nous avons connues l'année dernière ne se répète. Une invite à laquelle le chef de l'exécutif municipal entend accorder une oreille attentive. Les recommandations que les conseils municipaux nous ont faites seront prises en compte et elles seront vraiment, on va les prendre en compte et on va les adopter. Au cours de cette session du conseil municipal, les comptes soumis à l'appréciation des conseillers municipaux ont été adoptés. Mettons le cap sur la région de l'Ouest, là où est observé également un fort taux d'absentéisme des fonctionnaires et agents de l'État. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a dénoncé ce phénomène et indiqué que la récréation est terminée. Il a annoncé des mesures draconiennes afin de mettre un terme à cet absentéisme chronique au sein de l'administration publique dans la région de l'Ouest. Je vous invite à suivre le ministre Joseph Lé en charge de la fonction publique et la réforme administrative. Vous avez entendu le gouverneur de la région de l'Ouest dire tout à l'heure, par exemple, qu'il a débusqué un médecin qui n'est pas en poste depuis 9 ans. Mais la situation semblait normale à certains. Et il faut que des situations comme ça n'existent plus. C'est pour ça que l'accent doit être mis et va être mis sur la discipline, sur le contrôle des présences. Parce que on ne peut pas imaginer que quelqu'un ne travaille pas, mais qu'il gagne quand même un salaire. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la haute hiérarchie nous demande de tenir sous la supervision, sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement un conseil supérieur de la fonction publique. C'est pour examiner ces questions de discipline et je ne doute pas en cet instant que nous sortirons de là avec des directives fermes que nous devrions mettre en œuvre au niveau de toutes les administrations. Restons dans la région de l'Ouest où, à côté des travailleurs du secteur public, se trouvent des ouvriers agricoles. Ce sont essentiellement des jeunes élèves et des femmes à la quête d'un revenu quotidien pour faire face aux difficultés de la gestion de leur ménage et de leur scolarité. Cependant, ils travaillent dans des conditions de plus en plus pénibles. C'est le constat que fait Leclerc Tsakem dans ce reportage.
Ils sont des jeunes enfants, filles comme garçons, mais aussi les femmes qui de bonne heure regagnent ce coin à l'entrée de la ville de Penka-Michel. Nous sommes dans le département de la Minois, région de l'Ouest Cameroun, à la quête du gagne-pain quotidien. Leur boulot consiste à se donner en tant que main-d'œuvre dans des plantations. On cultive, on cultive comme il faut. Des fois on sème, des fois on sacle. Le travail commence à 8h et finit à 15h00. Les élèves dont le quotidien et les conditions de vie des parents ne permettent pas le plein épanouissement, ne manquent pas l'occasion pour aborder les houes, direction plantation dans le but de venir en aide à leurs parents. En ce jour de classe, j'ai laissé les cours aujourd'hui pour aller travailler, pour obtenir quelque chose pour payer mes fascicules à l'école. J'ai mon emploi de temps en fait. Quand je cultive en journée, je rentre, puis après ma propriété, je me mets dans les cahiers. C'est pour apporter un petit coup de pouce à mes parents. Ils sont plusieurs dizaines qui au quotidien s'adonnent à cette activité. Pour autant, ce n'est pas une main-d'œuvre acquise d'avance. Les négociations avec les propriétaires des plantations sont généralement l'étape décisive à franchir. La journée c'est 3500 en cette période. Il y a une période de 1500, une période de 2000. Maintenant c'est 3500. Il y a des journées où on nous paye même 4500. 3500, même 3000, même 1500. Donc ça varie en fonction des jours. Les patrons se plaignent de la cherté de cette main-d'œuvre qui est pourtant incontournable. Il y a des jours où elles sont même plus de 500. Vous imaginez? Bon, parce qu'il y a de grands jardiniers qui prennent facilement les 30 femmes par jour pour aller faire le champ. On a parfaitement besoin d'eux. Mais ce qui nous tue, c'est la main-d'œuvre. Ça nous casse le dos. On n'a pas de possibilité pour avoir l'argent pour leur faire aussi travailler comme on a besoin. Quand tu sors de la maison, tu ne sais à combien est-ce que tu dois appeler une femme ici. Il y a des moments où on leur prend à 2000 et des moments où on leur prend à 4000. Comme ce moment-ci, nous n'avons plus de difficultés. Surtout l'homme jardinier, il a trop de problèmes. Tu pars acheter les intrants. Le vendeur t'impose son prix. Tu viens chercher la main-d'œuvre. La main-d'œuvre t'impose son prix. Tu sors les produits du champ. L'acheteur t'impose son prix. Ça dit, nous disons que le jardinier est l'homme le plus malheureux. Et si nous on avait la possibilité qu'on transforme nos produits du champ là, parce que c'est des trucs périssables. Donc si le gouvernement, si on peut leur payer même 5000 francs et que le gouvernement est capable de faire que l'homme jardinier s'en sorte, ça devrait être bon. Vous voyez, on les consomme à frais. Alors si on avait au moins des usines de transformation, à la manière où l'État peut aussi imposer son prix, le prix que le jardinier doit vendre tel produit sortant de son champ à telle valeur. Là, on pouvait facilement s'en sortir. La face inquiétante est ce tout petit initié dès le bas âge. Au-delà des textes sur la lutte contre le travail des enfants, tout porte à croire que ces derniers sont très souvent tentés à sécher les cours au profit de la recherche d'argent dans les jardins ou dans les plantations. Restons dans le secteur agricole pour évoquer cette épineuse problématique, comment développer des chaînes de valeur dans les filières porcines, bovines et piscicoles. La question était au centre d'un atelier qui s'est tenu à Yaoundé en présence du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Il a annoncé près de 65 milliards de francs CFA à injecter dans la mise en œuvre des chaînes de valeur au Cameroun. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Selon les données publiées en avril 2020 par le ministère de l'Élevage, le Cameroun a importé au cours de l'année 2019 un peu plus de 185 000 tonnes de poissons. Si ces importations ont baissé en 2020 du fait de la pandémie de la Covid-19, il y a que les chiffres restent préoccupants et impactent notre balance commerciale. Le défi suprême aujourd'hui est d'accroître la production locale afin de réduire significativement ces importations. C'est l'une des missions assignées au projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture. Nous avons fait appel à un partenaire clé qui est le Centre mondial de l'aquaculture et l'IRAD qui vont travailler sur les ressources génétiques qui pourront avoir une croissance rapide et améliorer la production aquacole de notre pays et réduire les importations du poisson. Il en est de même de la production porcine. Nous allons importer des géniteurs de très grande qualité, les multiplier, distribuer aux producteurs. Financé à hauteur de 105 milliards, dont 55 milliards par la Banque africaine de développement.
Le projet qui vient de tenir son premier comité de pilotage ambitionne de relever la production nationale dans les filières porcines, bovines et piscicoles. Nous allons construire 21 centres d'insémination artificielle à travers le pays et produire près de 15 millions de doses de semences qui vont être injectées et diffusées au niveau de l'ensemble des producteurs nationaux. Pour qu'on n'ait plus des animaux qui font un veau tous les 2-3 ans, mais des animaux qui font un veau tous les ans et qui, après 2 ans, peuvent déjà entrer en boucherie ou bien entrer en reproduction pour les femelles. En dehors des quantités, l'accent sera également mis sur la qualité des productions. Il ne suffit pas seulement de produire, mais il faut assurer la qualité sanitaire, la qualité hygiénique des produits. Et c'est pour cela que la plupart des partenaires vont intervenir dans les aspects sanitaires, dans les aspects des normes de la qualité. Pour ma part, je mettrai tout en œuvre pour que le projet de développement des chaînes de valeur et pisciculture soit un succès palpable pour tous les acteurs concernés, en particulier et pour le Cameroun en général. Étalé sur 5 ans, le projet logé au ministère de l'Élevage va contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également à la réduction de la pauvreté à travers la création des emplois ainsi que l'augmentation des revenus des ménages. Le professeur Pascal Charlemagne Musanga Nyamding a réagi après son affectation à l'annexe d'une faculté de l'université de Ngaoundéré. Il s'insurge contre un acharnement et une hostilité tourbillonnante vis-à-vis de sa personne. Limogé du poste de chef de département à l'IRIC et affecté à l'annexe de la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Ngaoundéré, cet enseignant déclare qu'il reçoit des menaces de mort et des intimidations administratives. Une situation qui s'aggrave, dit-il, au lendemain de son audition au secrétariat d'État à la Défense. Il exige la fin de cet acharnement contre sa personne. C'est la substance d'un communiqué qu'il a rendu public sur son compte Facebook officiel. Dans l'escale internationale, le Congo-Brazzaville, les résultats provisoires sont connus 2 jours après le scrutin présidentiel. Denis Sassou Nguesso, réélu avec 88% des suffrages exprimés en sa faveur. Guy Brice Parfait Kolela arrive 2e avec moins de 10% alors qu'il est déjà décédé lors de son évacuation sanitaire. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Guy Zogo. À l'issue de l'élection présidentielle du 21 mars dernier en République du Congo, Denis Sassou Nguesso est réélu président de la République. Il recueille 88,87% de suffrages devant son principal adversaire, Guy Brice Parfait Kolela, malheureusement décédé la veille du scrutin, qui s'en tire avec 7,84% de voix. Le taux de participation est de 67,55%. Au moment où les résultats étaient en cours de proclamation, Denis Sassou Nguesso s'est rendu au siège de son parti, lequel abritait aussi la direction nationale de sa campagne, où il a été ovationné par ses partisans. Aussitôt les résultats le donnant vainqueur rendus publics, il a tenu une conférence de presse. Sa première réaction a été d'avoir une pensée pour Guy Brice Parfait Kolela, pour qui il a fait observer 1 minute de silence. L'autre temps fort de cette prise de parole du président de la République congolaise a été de réaffirmer que ses priorités seront le redressement de l'économie congolaise et l'intensification de l'agriculture. Le fil d'Ariane de Denis Sassou Nguesso pour les 5 prochaines années est donc tout tracé à la tête du Congo. À présent, ces images de la cérémonie d'adieu organisée par l'Union camerounaise de brasserie. Cérémonie pour rendre hommage et dire adieu à son directeur général, M. Ajeole Adebayo, décédé le 1er mars 2021 au Nigeria. Il a été directeur général du CB de 2010 à 2021, période durant laquelle il a su donner un nouvel éclat et une nouvelle image à l'entreprise, la portant au firmament et prônant également les valeurs, reprenant à son compte les valeurs prônées par le fondateur Joseph Kadji de Fosso, occasion pour l'Union camerounaise de brasserie de rendre un dernier vibrant hommage à un travailleur acharné et un perfectionniste.
qui, durant ses 11 années de service, a incarné les idéaux de rassemblement, le sens du travail bien fait, l'intégrité défendue par l'entreprise et des performances également qui ont permis à UCB d'être une entreprise rentable, réformateur, qui s'en est allé et que la terre des ancêtres lui soit légère. Je vous invite à présent à suivre une série d'hommages et de réactions. D'abord celle du directeur général de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, Emmanuel de Telly, qui a fait le déplacement pour rendre hommage au directeur général de l'Union camerounaise de brasserie. Ensuite, le directeur marketing du CB. Et enfin, Nicole Kadji, CEO de Kadji Holding. Quelqu'un de très humble et quelqu'un qui avait un sens de l'humour très poussé. Et à plusieurs occasions, on a, dans nos rencontres, lorsqu'on devait se mettre en ordre de marche pour défendre les grands sujets brassicoles, il n'a jamais manqué d'humour, même dans les moments les plus difficiles. Et voilà, je crois que c'était une personne qui était un grand professionnel, un grand capitaine d'industrie. Et voilà, on a ce respect mutuel entre Guinness, Kadji et le groupe SABC. On œuvre tous pour ce Made in Cameroun, pour faire avancer ce pays, pour faire en sorte que nous mettions en œuvre beaucoup de choses sociétales, économiques, sociales. Et il va nous manquer, il va beaucoup nous manquer. Monsieur Gilbert Kadji parlait tout à l'heure de la force tranquille. C'est quelqu'un qui était fort et qui était tranquille, fort mentalement, fort même physiquement. Il était la personne qui faisait tous les jours le tour de la brasserie pour s'assurer que tout allait bien. Il mettait en place tout ce qu'on a vu sur ces dernières années. Vous avez vu les performances exceptionnelles de l'Union camerounaise de brasserie qui désormais fait partie des grands du secteur brassicole et des entreprises camerounaises tout court. Monsieur Adjeolé qui a été avec nous pendant 10 ans. Nous lui souhaitons une transition paisible auprès de nos ancêtres et du Seigneur. Il va beaucoup nous manquer. Il nous manque déjà. Après cette série de réactions de Nicole Kadji, CEO Kadji Holding, le directeur marketing de l'Union camerounaise de brasserie, et de Emmanuel de Telly, directeur général de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Absentéisme constaté par le président de la République, absentéisme des fonctionnaires et autres agents de l'État, bien sûr. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative continue son tour des régions. Il était cette fois-ci dans la région de l'Ouest afin de pouvoir identifier les causes de l'absentéisme chronique des fonctionnaires et agents de l'État. Pour lui, c'est inacceptable que des fonctionnaires et agents de l'État continuent de briller par leur absence à leur poste. Cela porte un préjudice à la qualité de service public attendu par des usagers. Il a évoqué la nécessité d'organiser ce Conseil supérieur de la fonction publique tel que l'a recommandé le président de la République au Premier ministre. Des fonctionnaires également n'ont pas manqué de poser leurs problèmes relatifs au traitement de leur dossier. Joseph Lé mise toujours sur la numérisation des systèmes de traitement des dossiers des fonctionnaires afin de réduire les cas de corruption et de tracasserie. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.